tant voulu et subiraient tous la destruction totale, de nouveau avec l'accord tacite de l'Occident. Le fait fut rapporté aux Nations Unies par le général danois Wageningen, chef de l'organisation de surveillance de la trêve qui reçut des menaces de mort, et son subalterne responsable immédiat, le commandant E.D. Hutchinson de la marine américaine, qui décrivit l'attaque comme un meurtre de sang-froid et fut destitué par la suite. Durant la discussion qui suivit devant le Conseil de sécurité de l'ONU, le délégué français dit que le massacre avait suscité l'horreur et la réprobation. En France, elle reprocha à Israël l'État fondé sur l'affirmation de persécution d'assouvir sa vengeance sur des innocents. Le délégué grec parla de l'horrible massacre et les délégués britanniques et américains reprirent en chœur le refrain de la condamnation. 9 novembre 1953, en Angleterre, l'archevêque de York dénonça cet horrible acte de terrorisme et un membre du Parlement conservateur, le major Lej Bourke, le qualifia de culmination de l'atrocité dans une longue série d'incursions dans des territoires non israéliens faisant partie d'un projet concerté de vengeance. Au moment où ces manifestations d'horreur étaient prononcées, une prime américaine de 60 millions de dollars avait été allouée de fait à Israël pour cet acte, et le président américain avait publiquement cédé à la pression sioniste à New York. Voici la chronologie des événements. 4 jours après le massacre, 18 octobre 1953, le gouvernement américain décida de réprimander sévèrement son protégé, The Times. 19 octobre, il annonça que les rapports choquants qui sont parvenus au département d'État concernant la perte de vie et de biens impliqués dans cet incident nous convainquent que ceux qui sont responsables devraient rendre compte de leurs actes et des mesures efficaces devraient être prises afin d'empêcher de tels incidents à l'avenir. Ces mots valent la peine d'être comparés avec ce qui se passe quelques jours plus tard. Le Time ajouta: derrière cette déclaration, il y a une rancœur grandissante envers la manière désinvolte dont le gouvernement israélien a tendance à traiter les États-Unis. Peut-être parce qu'elle croit qu'elle pourra toujours compter sur la pression politique intérieure dans ce pays. On rapporterait même, ajouta le Time, comme dans un souffle, qu'une subvention de plusieurs millions de dollars au gouvernement israélien pourrait être suspendue jusqu'à ce que la garantie soit donnée qu'il n'y aura plus d'incidents aux frontières. 2 jours plus tard, 20 octobre, le département d'État annonça que la subvention à Israël serait interrompue si le président Eisenhower estimait qu'avec l'élection de l'an passé et les 3 prochaines années devant lui, son administration était libre de formuler la politique nationale américaine. Il avait tort. La faiblesse de l'Amérique et la force de la méthode passent partout, et qu'une élection est toujours imminente. Si ce n'est pas une élection présidentielle, alors une élection au Congrès, à la mairie, la municipalité ou autre. À cette période, 3 candidats, 2 juifs et un non-juif, concouraient pour la mairie de New York, et la campagne commençait pour les élections au Congrès de 1954, où la totalité des 435 membres de la Chambre des députés et un tiers des sénateurs devaient se présenter aux élections. Dans ce contexte, la pression était mise sur la Maison-Blanche. Les 3 rivaux de New York commencèrent à surenchérir entre eux pour le vote juif. 500 sionistes se rassemblèrent à New York le 25 octobre, annoncèrent qu'ils étaient choqués par l'annulation de l'aide à Israël. Ils exigèrent que le gouvernement reconsidère et renverse son hâtive et injuste décision. Le candidat républicain télégraphia à Washington pour demander une entrevue immédiate avec le secrétaire d'État. À son issue, il assura aux électeurs inquiets qu'une aide économique complète serait donnée à Israël. New York Times, 26 octobre, et dit que ce monterait en tout à 63 millions de dollars. Malgré cela, il ne fut pas élu. Entre-temps, les directeurs du Parti républicain vociféraient à la porte du président, menaçant de ce qui se passerait aux élections de 1954 s'il ne se rétractait pas le 28 octobre. Il capitula une déclaration officielle annonçant qu'Israël recevrait la somme qui lui avait été assignée auparavant, dont 26 millions de dollars
dans les 6 premiers mois de l'année fiscale sur un total d'environ 60 millions de dollars. Le candidat républicain à la mairie de New York accueillit cela comme la reconnaissance du fait qu'Israël est un bastion sûr de la sécurité du monde libre au Proche-Orient et comme un acte de diplomatie mondiale typique du président Eisenhower. La véritable illustration de ce qui avait provoqué cet acte fut donnée par M. John O'Donnell dans le New York Daily News le 28 octobre. Les hommes politiques de profession ont tenté de lui mettre la main dessus pour de bon. Ike n'a pas tout aimé ça, mais la pression a été si violente que pour maintenir la paix au sein de la famille, il a dû faire marche arrière. Et cette volte-face politiquement et personnellement est pratiquement la plus maligne et rapide qu'on ait vue dans cette capitale politique mondiale depuis bien des mois. Depuis une semaine, la pression sur les candidats qui courent après l'énorme vote juif à New York City est terrible. L'éducation politique du président Eisenhower a changé à une vitesse vertigineuse ces 10 derniers jours. Néanmoins, le Parti républicain a bien perdu le contrôle du Congrès aux élections de 1954, ceci étant le résultat familier et invariable de ces capitulations, et après d'encore plus importantes capitulations. Il subit un échec encore plus grand en 1956, lorsque ce candidat désigné à nouveau M. Eisenhower fut réélu président. Après cela, le gouvernement américain ne s'aventura plus jamais à réprimander son protégé, l'État sioniste, durant la longue série d'actes tout aussi horribles les uns que les autres commis par ce dernier, et à l'anniversaire de la création d'Israël, le 7 mai 1954, l'armée israélienne exposa fièrement ses armes reçues des États-Unis et de Grande-Bretagne, de France, une exhibition gigantesque de chars américains et britanniques, de jets de bombardiers et de chasseurs fut alors offert à la vue. Les États-Unis avaient rapporté le 12 août 1952 qu'Israël avait droit à une aide à l'armement, et le 17 janvier 1952, la Grande-Bretagne autorisa l'exportation d'armes vers Israël par des fournisseurs privés. Deux années calmes, relatives, suivirent, mais ce n'était que le silence des préparatifs. La prochaine série d'événements était manifestement en train d'être organisée pour l'année de la prochaine élection présidentielle en 1956. En mai 1955, le mois où Sir Anthony Eden succéda à Sir Winston Churchill en tant que Premier ministre d'Angleterre, le secrétaire d'État américain, M. John Foster Dulles, comme M. Balfour, 30 ans auparavant, visita enfin le pays qui réunait la politique étrangère américaine, comme il avait ruiné celle de l'Angleterre. Après son expérience avec la réprimande si rapidement encaissée, il dut réaliser qu'il avait affaire à la force la plus puissante au monde, suprême dans son propre pays, et dont Israël n'était que l'instrument utilisé pour diviser et dominer les autres. Comme M. Balfour, il fut accueilli par des émeutes arabes quand il s'aventura hors de la Palestine. En Israël, peu d'Israéliens le virent, en le poussant dans une voiture fermée, entourée d'une ceinture de police, de l'aéroport jusqu'à Tel Aviv. L'opération de police dédiée à son escorte et sa protection fut appelée opération Kitavo, Kitavo étant l'hébreu pour lorsque tu seras entré. C'est une allusion au Deutéronome 26, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras son peuple spécial, comme il te l'a dit, et que tu observerais tous ses commandements, afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité, et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Ainsi, un secrétaire d'État américain dans l'Israël sioniste n'était-il considéré que comme un personnage mineur dans la grande saga de l'accomplissement de la loi lévitique sioniste. M. Dulles, à son retour, dit qu'il avait trouvé que les Arabes craignaient le sionisme plus que le communisme, une évidence. Les Arabes avaient lu la Torah et témoigné de son application littérale sur eux-mêmes à Deir Yassin et Kilbia. Il dit lors d'un programme télévisé selon l'Associated Press 1er juin 1953, ouvrez les guillemets, les États-Unis respectent fermement la déclaration
de 1950, faite conjointement avec la Grande-Bretagne et la France. Elle engage les trois nations à agir au cas où les frontières israéliennes actuelles seraient violées par toute action militaire. La célèbre déclaration tripartite. Je n'ai pu découvrir si M. Duley a bien dit cela ou si ses propos furent déformés. La déclaration était censée être impartiale et garantissait les frontières du Moyen-Orient et les délimitations de l'armistice, non les frontières israéliennes. Mais c'est ce genre d'information qui parvenait toujours jusqu'aux Arabes et en réalité, l'erreur verbale ou la déformation des propos s'approchait beaucoup plus de la réalité manifeste de la situation. À nouveau, les générations passaient, mais l'ombre grandissante du sionisme s'abattait plus lourdement sur chaque nouvelle génération. Sir Winston Churchill, ses facultés finissant par baisser, abandonna son poste à l'homme auquel il l'avait déjà conféré à la manière d'un potentat décidant de la succession. Je ne prends aucune mesure dans les affaires publiques sans consulter M. Eden. Il reprendra le flambeau du conservatisme quand d'autres mains plus vieilles l'auront laissé tomber. Ceci étant le cas de Sir Anthony, hérita sans doute du soutien inconditionnel de Sir Winston à l'accomplissement des aspirations du sionisme. Et il se pourrait bien qu'il ait souhaité que le flambeau se trouve entre d'autres mains, car ce dernier ne pouvait que détruire et non éclairer le conservatisme et l'Angleterre du moment où Sir Anthony accéda à la fonction pour laquelle toute sa vie l'avait préparé. Son administration souffrit beaucoup du problème du Moyen-Orient, de sorte que la fin de sa carrière politique semblait vouée à être aussi malheureuse que celle de M. Roosevelt et M. Woodrow Wilson. Et aussi, le scribe pourrait rajouter celle du président Eisenhower. En septembre 1955, il fut terrassé et même s'il s'en remit, ses photos commencèrent à présenter les traits qui étaient apparus sur celles de M. Roosevelt et Woodrow Wilson vers la fin de leur mandat. La pression que ces hommes puissants, en apparence, doivent supporter en ce siècle juif semble avoir quelques effets qui se révèlent sur un visage rongé par les soucis. Ils sont entourés de faiseurs de louanges, mais s'ils essayaient de suivre leur conscience et de faire leur devoir, on les oblige avec acharnement à rendre des comptes. Après sa première expérience, l'attente générale était qu'Eisenhower ne se présenterait pas une deuxième fois. Ce n'était pas un républicain, et durant son premier mandat, il se sentit mal à l'aise en président républicain. En vérité, peu après son investiture, s'étraqua avec la puissance aile droite du parti, en d'autres mots, avec des républicains traditionnels qui étaient, pour le sénateur Taft, atteignirent de tels extrêmes que pendant un temps, il réfléchit longuement à l'idée d'un nouveau parti politique en Amérique, un parti auquel les personnes ayant la même philosophie, indépendamment de leur affiliation précédente, pourraient se rallier. Il commença par demander à ses associés les plus intimes s'il ne fallait pas qu'ils se mettent à réfléchir à un nouveau parti. Tel qu'il l'imaginait, un tel parti aurait avant tout été son parti. Il aurait représenté les doctrines internationales et nationales qu'il croyait être les meilleures pour les États-Unis et, à vrai dire, pour le monde. Il n'abandonna cette idée que lorsque la mort du sénateur Taft laissa le Parti républicain son leader naturel et lorsque le sénateur, sur incitation personnelle du président, condamna le sénateur Joseph McCarthy du Wisconsin pour son attaque fervente du communisme au sein du gouvernement. La colère publique suscitée par la révélation de l'infestation communiste de l'administration sous les présidents Roosevelt et Truman fut l'une des causes principales du revirement des votes en faveur du Parti républicain et de son candidat Eisenhower en 1952. Ainsi, à la fin de l'année 1955, une année d'élection présidentielle était-elle à nouveau éminente, dans des circonstances que le pouvoir dominant en Amérique avait toujours trouvées idéales. Un président souffrant, des politiciens de partis avides de vote juif, une situation de guerre au Moyen-Orient et une autre en Europe. Dans une telle situation, la pression politique intérieure dans la capitale du pays, le plus riche et le mieux armé du monde, pouvait pratiquement produire n'importe quel résultat. Les directeurs du Parti républicain
voulant à tout prix conserver au moins un républicain nominal à la Maison-Blanche s'il n'arrivait pas à obtenir une majorité au Congrès, se rassemblèrent autour d'un homme malade et le poussèrent à se présenter. La véritable campagne commença, comme toujours, une bonne année avant l'élection elle-même. En septembre 1955, le gouvernement égyptien du président Gamal Abdel Nasser passa un contrat avec l'Union soviétique pour l'achat d'armes. La déclaration tripartite américano-franco-britannique de 1950 stipulait qu'Israël et les États arabes pouvaient acheter des armes à l'Occident. Le président Nasser, pour justifier son acte, déclara le 16 novembre 1955 qu'il n'avait pas réussi à obtenir, ouvrez les guillemets, une seule pièce d'armement de la part des États-Unis en 3 ans de tentatives et accusa le gouvernement américain de tentatives délibérées de maintenir perpétuellement les Arabes à la merci d'Israël et de ses menaces. Ces achats égyptiens d'armes aux soviétiques produisent une tempête de protestations immédiates à Washington et Londres, similaire à celle qui s'était élevée en 1952-1953 à propos du procès des docteurs juifs. Le président Eisenhower fit un appel à l'Union soviétique pour différer l'expédition d'armes vers l'Égypte. La majeure partie de ces armes venait de l'usine d'armement de Skoda en Tchécoslovaquie, qui était tombée sous possession soviétique. En conséquence, ces accords de Yalta de 1945 et qui avaient fourni les armes permettant à Israël de s'installer en 1947 et en 1948 et d'acclamer les soviétiques comme des libérateurs. À Londres, le même jour, 9 novembre 1955, Sir Anthony Eden accusa l'Union soviétique de créer des tensions guerrières au Moyen-Orient. Le ministre des Affaires étrangères britannique, M. Harold Macmillan, se plaignit de l'introduction d'un nouveau facteur inquiétant dans cette situation délicate. Pour les Arabes, toutes ces paroles venues d'Occident signifiaient ce qu'elles avaient toujours signifié, qu'on donnerait des armes à Israël et qu'on les refuserait aux Arabes. Après cela, la campagne de propagande enfla jour après jour, de la même manière que celle de 1952 à 1953, jusqu'à ce qu'en quelques semaines, le souvenir des 3 années d'attaques israéliennes des pays arabes et des condamnations de celles-ci par les Nations Unies ait été effacé de l'esprit public. À sa place, le lecteur moyen reçut l'impression quotidienne qu'Israël, désarmé par la faute de l'Occident, était laissé à la merci de l'Égypte, armé jusqu'aux dents grâce aux armes rouges, ce qui est complètement faux. À ce stade précoce, la vérité de l'affaire publiée une fois, une importante autorité militaire américaine, M. Hanson et M. Baldwin, parlant de la fourniture d'armes américaines à Israël, dit « Nous essayons de maintenir un équilibre très difficile entre les Israéliens et les Arabes. Ce n'est pas actuellement. Il est peu probable que ce soit bientôt un véritable équilibre dans le sens où les deux bords possèdent une force militaire équivalente. Aujourd'hui, Israël est nettement supérieur à l'Égypte et, à vrai dire, à la force combinée de l'Égypte, de la Jordanie, de l'Arabie Saoudite, du Liban, de la Syrie et de l'Irak. New York Times, 11 novembre 1955. On ne permit plus à cette vérité d'atteindre les masses en lisant les journaux dans les 11 mois qui suivirent. En tous les cas, d'après mes observations, elles furent maintenues perplexes par la clameur grandissante à propos des armes rouges. Pour les Arabes, qui donnaient le ton tous les deux pour les 2 campagnes électorales pour le Congrès et pour la présidence. Commençons alors. Tous les candidats à la présidence du côté de démocrates, Esther Kefauver, le gouvernement Harriman de l'État de New York, Stuart Simington et Adlai Stevenson firent des déclarations incendiaires dans ce sens. À un moment, un comité sioniste américain réfléchit à une manifestation à Denver, mais se ravisa. Le président y était à l'hôpital après son attaque. Et à la place, aborda tous les candidats des 2 partis pour leur demander de signer une déclaration de politique contre la subvention d'armes à tout État arabe. 120 candidats au Congrès signèrent sur le champ, et plus tard le nombre atteignit 102 pour les démocrates et 51 pour les républicains. New York Times, 5 avril 1956. L'excès de signatures démocrates explique la déclaration faite au Congrès sioniste mondial à Jérusalem le 26 avril par
M. Yitzhak Grunenbaum, un important homme politique israélien sioniste et ex-ministre. Israël n'obtiendra pas de soutien des États-Unis aussi longtemps que la direction républicaine sera aux commandes. C'est de la part d'Israël la demande publique que les Juifs américains votent pour les démocrates et la croyance des directeurs de partis américains dans le pouvoir de vote juif aux États-Unis fut renforcée à cette occasion par le succès des démocrates à l'élection au Congrès, succès désiré par M. Grunenbaum à Jérusalem. Dans ce climat de pression sur un président souffrant par le biais des directeurs de partis et d'une campagne de plus sûre, la persécution juive, symbolisée cette fois par Israël, l'année de l'élection présidentielle commença. Dès le début, les observateurs expérimentés virent qu'elle avait été choisie comme les années des élections présidentielles précédentes, comme une année de crise montante organisée qui pourrait exploser en guerre générale. La base de tous les calculs était la pression politique intérieure qui pouvait être exercée sur le gouvernement américain et ses actions. Dans le monde réel, l'année débuta typiquement par une nouvelle condamnation unanime, 19 janvier 1956, d'Israël pour une attaque délibérée et flagrante, celle de la Syrie, le 11 décembre 1955. C'était la 4e condamnation majeure en 2 ans. Elle arriva au moment où la campagne de propagande à propos de l'absence de défense d'Israël et de l'agression arabe battait déjà son plein en Occident. À la même période, un état d'urgence nationale fut déclaré en Israël. L'attaque sioniste s'en prit alors au noyau de représentants officiels responsables du département d'État américain qui, comme ceux du ministre des colonies et du ministère des Affaires étrangères britannique lors de la génération précédente, tentaient d'éviter des engagements périlleux envers Israël. En novembre 1955, l'organisation sioniste religieuse la plus importante au monde, l'organisation Mizrahi d'Amérique, avait déclaré à l'Atlantic City qu'une clique d'éléments anti-israéliens au département d'État des États-Unis était en train de bloquer l'aide effective des États-Unis à Israël. Ceci est un mot pour un mot la plainte faite par le docteur Shem Wesban contre les représentants officiels britanniques sur une période de 3 décennies, 1914-1947.